Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 heures. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Intronisation aujourd'hui du 34e sultan du sultanat de Tadjoura. Une importante délégation conduite par le président de la République et la première dame y ont pris part. Et dans la région, toujours hausse des cas d'Ebola dans la capitale Kampala en Ouganda. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Aujourd'hui, la ville blanche est dans une ambiance festive particulière et une mobilisation exceptionnelle. La ville de Tadjoura a rassemblé une très grande majorité de la population djiboutienne pour valoriser l'histoire et la culture de notre pays. Une journée haute en couleurs qui sera gravée dans la conscience collective de toute personne présente à l'intronisation du sultan ou du 34e sultan de Tadjoura. Et c'est avec la bénédiction des sages et des milliers de Tadjouriens venus pour assister à cette cérémonie que les rituels de l'intronisation officielle du 34e Dardar a débuté avec le serment du nouveau sultan devant la foule accroupie qui ont prêté serment à leur tour allégeance au nouveau sultan. Ensuite, le son des tambours communément appelé Dinkara qui était donc déterré a retenti, marquant l'intronisation officielle du nouveau sultan de Tadjoura. Et enfin, les notables et les sages ont pris la parole pour réciter les versets du Saint-Coran et bénir le nouveau sultan que la cérémonie de ce matin a touché à sa fin. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui accorde une attention particulière aux valeurs culturelles et à l'inestimable patrimoine traditionnel du pays, a pris part accompagné par la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Khadra Mohamed Haït, ce matin à Tadjoura, à la cérémonie d'intronisation du 34e sultan de Tadjoura, Dardar Ali Habib Ahmed, et son vizir, Ahmed Abdelkader Ahmed. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et la première dame, Madame Khadra Mohamed Haïd, ont été accueillis par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Intérieur Saïd Nou Hassan et le préfet de Tadjoura Hassan Dabel Ahmed, ainsi que le président du conseil régional Omar Hussein Omar. L'événement a été marqué par la présence d'une importante délégation, notamment le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement djiboutien.
Comme vous avez pu le voir sur ces images, plusieurs hautes autorités civiles et militaires ont pris part à cette importante cérémonie, notamment l'ensemble des membres du gouvernement et les plus hautes autorités religieuses, civiles et militaires du pays, mais aussi des délégations des pays voisins. Le sultan de Tadjoura est le plus ancien sultanat de la Corne de l'Afrique, créé depuis plus de 800 ans. Il représente une autorité traditionnelle, morale et judiciaire importante. Il joue le rôle de médiateur dans de nombreux conflits. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Ahmed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son cabinet M. Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la PACA, à la tête d'une forte délégation. Le président Muselier et le ministre de l'Environnement ont discuté de la coopération entre la région PACA et le ministère de l'Environnement et du Développement durable. À l'occasion de cette visite du président Muselier, une convention cadre de coopération a été signée entre le ministère de l'Environnement et le parc national du port Cros et le parc naturel régional de Camargue. Cette convention facilitera notamment la constitution de réseaux d'aires protégées terrestres et marines, la création de réserves de biosphère de l'UNESCO, le développement d'un tourisme maîtrisé et respectueux de l'environnement, la lutte contre la pollution liée aux déchets et enfin la formation des équipes de gestionnaires des aires protégées. La conférence sur le climat qui s'était ouverte il y a 3 jours s'est clôturée donc hier au Djibouti Palace Kempinski. Cette conférence a permis de partager les connaissances et échanger les expériences sur le changement climatique. Une pléiade d'intellectuels et chercheurs qui ont croisé leur vision aux questions environnementales et aux nouveaux défis sanitaires. Ces différentes thématiques ont également trait aux conséquences causées par le changement climatique et ses effets sur l'agriculture, les transports et la mobilité, l'énergie et la transition vers des sociétés viables, la recherche, les réponses aux crises sanitaires, la prévention et les modes de vie sains. Ces regards croisés ont eu pour mission d'impulser un nouveau regard afin de relever le plus grand défi auquel notre monde est confronté, c'est-à-dire le changement climatique. Aujourd'hui, la Corne de l'Afrique subit des effets du changement climatique les plus importants de toutes les régions du monde en refaçonnant le paysage sécuritaire, les sécheresses et les phénomènes climatiques touchant des millions de personnes et menaçant les moyens de subsistance. Et par la suite, à l'issue de la clôture de cette conférence sur le climat, s'est tenue donc une conférence de presse avec les responsables présents lors de cette conférence et les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Regardez. L'histoire du Djibouti jeune a été accompagnée par la recherche scientifique, comme vous le savez tous. Et ça a été un bénéfice très important. Cette expérience que Djibouti a acquise à travers ses propres ressources humaines a permis de pouvoir se projeter davantage à cette problématique des impacts des changements climatiques qui nuisent et même menacent la biodiversité en général sur la planète Terre. Et en cela, cette conférence est un tournant. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre dans son discours de clôture, c'est que c'est un événement quasi unique qui s'est déroulé, qui a permis véritablement de manière extrêmement ouverte et large de partager les idées des uns et des autres, depuis les scientifiques dans les sciences naturelles vers
il y a eu un échange extrêmement fructueux. Tous ces événements ont été enregistrés de A à Z et seront dépouillés davantage. Mais déjà, les échanges que nous avons eus, ce sont de nombreuses promesses, donc là j'arrive à votre question, de partenariat. Cet esprit de partenariat est essentiel, de partenariat au même niveau. Et passé le temps où on avait donc des gens qui venaient, des experts, etc., il y a eu une évolution extraordinaire et je remercie personnellement aussi les institutions internationales qui ont beaucoup aidé à aller dans ce sens. Djibouti peut héberger une centre régionale, un centre, disons, mondial aussi, pas seulement pour l'Afrique, pour la région, mais pour le monde, pour proposer des solutions d'adaptation basées sur la science. Et cette science-innovation est vraiment au centre de l'enjeu de répondre au changement climatique. Le message d'apporter à COP27, c'est que même tous les petits États peuvent avoir des solutions à proposer et cette initiative par le gouvernement de Djibouti est extraordinaire. Donc UNESCO confirme et affirme son soutien pour le gouvernement de Djibouti pour la mise en œuvre de cet observatoire pour l'opération. Et UNESCO va apporter tous ces réseaux scientifiques du monde entier sur la gestion de l'eau, gestion du changement climatique, accès aux sciences ouvertes, pour que cette centre soit opérationnelle et proposer des solutions d'adaptation au peuple djiboutien. En fait, c'est vrai que cet observatoire vient d'être créé, mais c'est un processus qui a démarré il y a très longtemps, dans la tête de notre ministre de l'Enseignement supérieur, le docteur Nabil, et du directeur général du CERD, docteur Jaloudine. Et ça fait depuis 4 ans que nous essayons d'avoir un travail avec nos différents partenaires, à savoir l'IRD, l'AIEA et l'UNESCO, pour identifier et mettre en place des thématiques et des axes de travail. Donc c'est un long processus qui nous a permis d'arriver à cette inauguration qui s'est passée dans les locaux de l'Observatoire le 23 octobre et à ce sommet. Ce sommet a eu 9 panels qui représentent le large spectre des activités de l'Observatoire, qui peuvent être réduites à 4 grands axes thématiques. La modélisation climatique, dont on ne peut pas se passer pour pouvoir avoir une idée des types de la modification de notre environnement. L'approche One Health que nous avons voulu intégrer grâce aux recommandations de notre partenaire de l'IRD, à savoir qu'il faudrait prendre en considération la santé de tous, faire une seule santé, que ce soit pour l'environnement, mais aussi pour les êtres humains, faire en sorte que l'on puisse avoir une gestion de l'eau plus rationalisée et plus spécifique en utilisant des techniques nucléaires dont l'AIEA met à disposition. On a reçu des équipements qui nous permettent d'identifier la recharge des nappes phréatiques, mais aussi de pouvoir voir quel type de stress les plantes subissent. Le quatrième axe étant bien sûr la biodiversité et les maladies émergentes. La Covid n'est pas la seule maladie zoonotique que l'on va subir. Et dans ce contexte-là, je voudrais aussi remercier l'AIEA qui nous a aidés, qui nous a fourni en équipement en RT-PCR durant ce moment où le monde a quand même un peu tremblé face à cette épidémie. Dans l'actualité également, la première édition de la Semaine nationale de la cybersécurité organisée par l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, plus connue sous l'acronyme ANSSI, bat son plein dans la ville de Djibouti. Après la mairie, c'est au tour de la police nationale de recevoir la campagne nationale de la cybersécurité organisée dans la direction générale de la police nationale et ce en présence du chef du chef de cabinet de la direction générale de la police nationale, le colonel Mahdi Aden, le directeur général de l'ANSSI.
Mohamed Ismail, ainsi que plusieurs officiers et sous-officiers, et dans un contexte d'augmentation des infractions commises sur Internet, facilité par la généralisation de l'utilisation de nouvelles technologies par les particuliers et les entreprises, la police joue un rôle crucial dans la lutte contre les cybercriminalités, compte tenu de la nature des cyberattaques et les motivations de cybercriminels qui sont variées. Une forte collaboration donc entre l'ANSSI et la police nationale. Écoutons pour plus de précision l'intervention du directeur général de l'ANSSI. Nous sommes là aujourd'hui à la Gendarmerie nationale dans le cadre de la semaine nationale sur la cybersécurité. Et à l'instar d'autres institutions qu'on a visitées depuis le début de la semaine, l'objectif principal est de sensibiliser dans un premier temps aux enjeux et aux risques du numérique et de cyberespace du Boussien. Donc on a eu aujourd'hui un échange fructueux avec les responsables de la gendarmerie, notamment aux équipes qui travaillent sur le forensic, les preuves numériques, donc, où on a vraiment parlé des inquiétudes, des difficultés qu'ils rencontrent dans les problématiques qui concernent la lutte contre la cybercriminalité. De notre côté, on a pu partager avec eux les projets qu'on a réalisés à l'Agence nationale des systèmes d'information et on a conclu avec des partenariats futurs sur notre collaboration et sur nos objectifs futurs. Et enfin, les contrôleurs sanitaires de la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, et la gendarmerie nationale de la brigade Nguela ont procédé dans la matinée d'aujourd'hui à l'inspection de l'entrepôt situé aux zones industrielles Boulaos. En effet, il a été saisi une importante denrée alimentaire mélangée avec des produits d'entretien et cosmétiques tels que le javel, gel, produits liquides de lavage de mains. De plus, ces produits étaient périmés, falsifiés et impropres à la consommation humaine. Et ensuite, les agents du laboratoire de l'analyse et les commerçants donc mal intentionnés induisaient les consommateurs en erreur en pratiquant des actes de falsification grâce à une machine à coudre. Et de ce fait, l'ANA et la gendarmerie nationale ont effectué la saisie de l'ensemble de ces produits. Le LANA, en présence de la gendarmerie, a procédé également à la fermeture de ce local. Il s'agit des prérogatives du LANA de veiller au grain et d'empêcher l'entrée sur le marché des produits non conformes et présentant un risque sanitaire pour les consommateurs. Avec la gendarmerie nationale de la brigade d'Nguela, ont effectué une inspection sanitaire. Suite à cette inspection, nous avons constaté dans cet entrepôt la présence de produits périmés et également on a remarqué que les commerçants de la place effectuaient un acte de falsification disant que les chips périmés, l'emballage de chips périmés, ils changeaient l'emballage de chips périmés et mettaient dans des sacs. Donc grâce à une machine à courbe. Donc aussi, ce qu'on a constaté vraiment, c'est que les produits alimentaires étaient mélangés avec des produits d'entretien comme le javel, le gel. Et enfin, donc, dans l'actualité internationale, en Ouganda, hausse des cas dans la capitale Kampala à des risques d'Ebola. L'Ouganda a signalé 9 nouveaux cas de la maladie à virus Ebola dans sa capitale Kampala, portant le nombre total d'infections connues à 14 au cours des 2 derniers jours, ont indiqué les autorités sanitaires ougandaises et l'Organisation mondiale de la santé. Au total, l'OMS a confirmé 80 cas d'Ebola en Ouganda depuis le 20 septembre, dont 44 décès. L'agence onusienne basée à Genève a recommandé l'intensification de la recherche des cas contacts pour endiguer la propagation des maladies contagieuses comme Ebola. Il n'existe aucun cas prouvé contre la souche soudanaise d'Ebola qui touche l'Ouganda, virus découvert pour la première fois chez l'homme en 1974 dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ebola est mortel et difficile à contrôler dans les milieux urbains. Sa transmission humaine se fait par le liquide corporel avec pour principaux symptômes de la fièvre, des vomissements, des saignements et de la diarrhée. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.